Au plus profond d'une forêt tropicale, des os par milliers. L'épreuve d'un meurtre de masse. Les victimes, probablement des personnes de haut rang. Une dynastie royale au sommet de sa gloire, ont été exécutées et jetées dans un bassin rempli d'eau. 1000 ans plus tard, cette excavation contient les preuves irréfutables non seulement du destin tragique de ces individus, mais aussi du déclin de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Un mystère qui implique passion, jalousie et avidité. Des siècles avant notre ère, le soleil se couche sur une contrée lointaine. Une terre pleine de splendeur, une terre de richesse, une terre gouvernée par des rois puissants. Des chefs au pouvoir illimité, excessivement riches, qui profitent de tous les plaisirs de la vie. Les maîtres du destin. Mais quelque chose va bientôt survenir. Quelque chose que tous leurs pouvoirs ne pourront empêcher. Leur vie va bientôt changer. À jamais. Canquen, Guatemala. Autrefois une cité foisonnante au centre d'une grande civilisation, les Mayas. Un mystère émerge du cœur de cette jungle. Une découverte inquiétante. Des milliers d'os. Des os qui constituaient autrefois des êtres vivants. Cette découverte laisse les archéologues pantois. Dans cette jungle, la chaleur, l'humidité, les insectes et l'acidité du sol transforme d'habitude les os ensevelis en poussière. Pourtant, l'état de conservation de ces os est quasi parfait. Pour l'archéologue Arthur Desmarest, la découverte est rare, passionnante et troublante à la fois. On se sent comme un détective qui se rend sur les lieux du crime pour y découvrir des choses très étranges. Il y a beaucoup d'éléments inhabituels sur ce site. Étrange et perturbant. Il y a une telle quantité d'eau et bien trop de cadavres. Peut-être des dizaines de morts ont été jetés dans un bassin rempli d'eau. Tous en même temps. Il leur est arrivé quelque chose de terrible. Mais quoi? Et pourquoi? On peut penser en premier à un sacrifice humain. Ça paraît horrible à nos yeux, mais pour les Mayas, c'était essentiel à la vie. Ils croyaient que leur dieu exigeait du sang humain. Les Mayas leur en faisaient cadeau. En échange, leur dieu leur garantissait des récoltes généreuses et considérait leurs rois comme des êtres divins. Mais le sacrifice humain est-il la raison de la mort de ces personnes? Les preuves indiquent le contraire. Rien ici ne semble correspondre au rituel typique d'un sacrifice maya.
Habituellement, les Mayas sacrifiaient un ou deux individus de haut prestige en suivant tout un rituel particulier et des techniques spécifiques. Ici, on a affaire à un grand nombre d'individus qui ont été jetés dans un même endroit. Apparemment, ces gens ne sont pas morts pour satisfaire les dieux. Et ils ne sont pas morts de cause naturelle. Ils semblent avoir été assassinés. C'est indéniablement le plus grand et le plus effroyable massacre que nous ayons jamais découvert. Un massacre sans mobile apparent, perpétré sur des inconnus, par des tueurs non identifiés. Une affaire non élucidée, vieille de plusieurs siècles, qui ne demande qu'à être résolue. Ces squelettes brisés doivent encore dévoiler leurs secrets. Cependant, un élément clé est déjà connu. Des morceaux de poterie ont été retrouvés parmi les os. D'après les experts, ils remontent à environ 800 ans après Jésus-Christ. C'est une découverte cruciale, qui nous amène tout droit sur les lieux du crime. Autrefois très animée, Canquen était une des nombreuses cités-États situées sur un territoire de la taille du Nouveau-Mexique ou de l'Italie. Cette zone recouvre maintenant le sud du Mexique, le Guatemala, Belize et le Honduras. Il y a 1200 ans, c'était le territoire des Mayas. Une cinquantaine de cités-États indépendantes étaient éparpillées dans la forêt tropicale. La plus grande de ces villes comptait plus de 10 000 constructions et 100 000 habitants. Les Mayas ont érigé de magnifiques édifices, ont créé des œuvres artistiques sublimes. Ils ont inventé le système d'écriture le plus complexe d'Amérique et ont élaboré leurs propres mathématiques. Les astronomes mayas ont cartographié chaque centimètre carré du ciel. C'étaient des commerçants, des guerriers, des sorciers. Qui que soient les victimes découvertes, elles vivaient dans un monde de richesse et de splendeur. Leur ville n'était peut-être pas la plus grande, mais elle avait un avantage unique: sa situation. Canquen se trouvait à la jonction des principales routes de commerce mayas. C'était comme Hong Kong, Singapour, Amsterdam ou le canal de Panama. Dans cette partie du monde, pour acheter ou vendre quoi que ce soit, il fallait passer par Canquen. Canquen avait également un autre atout qui garantissait son importance. Il s'agissait de Tash Chan Ak. À l'époque du massacre, il avait gouverné la ville de Canquen pendant 40 longues années. Chaque ville maya avait son propre roi. Mais Tash Chan Ak était le plus populaire de tous. Son peuple assistait à de grands rituels où le roi offrait son sang aux dieux. Il se lacérait le corps, se coupait la langue et se perçait même le pénis en échange de la paix, de la prospérité et de la pluie salvatrice.
il se tailladait les chairs pour le bien-être de son peuple. Il l'incitait au dévouement le plus total. Et il le gouvernait avec une habileté et un charisme que les hommes politiques actuels pourraient lui envier. Les chefs divins qui réussissaient à être populaires, comme Taj Chanak, étaient des gens qui avaient en eux un petit peu de David Beckham et de Mick Jagger, avec en plus du Bill Clinton, et peut-être aussi du Machiavel ou du Kissinger, pour vous donner une idée. C'était un mélange de toutes ces personnalités, avec en plus le côté religieux du pape Jean-Paul II. L'extraordinaire leadership de Taj Chanak et la situation stratégique de Can Quen, au milieu des routes commerciales, étaient sans doute suffisants pour qu'il mène sa ville au sommet de sa richesse et de son influence. Il n'avait peut-être pas besoin d'une armée pour dominer ses concurrents. Si quiconque transgressait la loi, il pouvait couper son accès aux biens sacrés qui affluaient dans sa ville, comme les coquilles de Spondylus et les plumes de Quetzal. Sans ces biens sacrés, personne ne pouvait offrir de sang aux dieux. Sans ces rituels, les rois n'avaient aucun pouvoir et leur cité risquait de déplaire aux dieux. Dans ce jeu très risqué de politique maya, Taj Chanak avait toujours toutes les cartes en main. Il est difficile d'imaginer un meurtre de masse à Can Quen alors qu'un tel chef était au pouvoir. Mais autour de 800 après Jésus-Christ, la mort de Taj mit fin à son règne de 40 ans. Et tout en fut bouleversé. Les victimes du massacre rencontrèrent leur tragique destin. Et il fallut peu de temps avant que la riche cité de Can Quen ne cesse elle aussi d'exister. Mais ceci n'est qu'une partie du mystère. En 100 ans, toutes les villes mayas avoisinantes devinrent des villes fantômes. Après des siècles de grandeur, le monde maya se désintégra rapidement. Personne ne sait pourquoi. Même sans parler des œuvres d'art ou des tombes, ni des glyphes ou de la science, on est en droit de se demander pourquoi une telle civilisation a si mal fini. Arthur Desmarest espère que la grande quantité des os retrouvés à Can Quen pourra apporter des réponses à cette question. En effet, avant de mourir, les victimes ont peut-être été les témoins de la chute de leur propre civilisation. La nature étrange de leur mort a permis de préserver leurs os dans des conditions exceptionnelles pour le monde maya. Leurs assassins les ont jetés dans ce qui est maintenant une mare boueuse au milieu d'une forêt non fréquentée. Mais 1200 ans plus tôt, c'était un bassin sacré recouvert de stucs près du palais royal de Can Quen. Les corps ont coulé dans le fond boueux. L'eau et la vase ont recouvert et protégé les os pendant plus de 1000 ans. À présent, ces restes révèlent des informations qu'aucun autre os maya n'ait jamais pu dévoiler. Et la première analyse est plus que troublante. Il y a quelque chose de bizarre. On trouve des crânes étrangement déformés, des os de bébés. Les victimes n'étaient pas des personnes ordinaires, et ce crime n'était pas un crime ordinaire.
Au Guatemala, une découverte rare permet de faire la lumière sur un crime ancien. Les preuves suggèrent qu'il s'agit d'un horrible massacre. Dans une ancienne cité maya, autour de l'époque où toute la civilisation s'est mise à décliner. Immédiatement, les fragments d'eau brisés décèlent quelque chose d'étrange. Un problème avec les crânes. Ils ne sont pas normaux. Si on compare ces deux fronts, on remarque que celui-ci a été enfoncé vers l'arrière, complètement, ce qui provoque un élargissement des deux côtés de la tête. Comparé à un crâne normal, celui-ci a le front plat et le sommet allongé. Ça ressemble à un étrange défaut génétique. Mais il n'en est rien. Il pourrait bien s'agir d'une marque de vénération volontaire. Certains experts pensent que les Mayas refaçonnaient les crânes pour honorer le dieu du maïs. Les Mayas vivaient et mouraient près de leurs récoltes. Il se peut que, par gratitude, ils aient observé cette étrange coutume pour lui rendre hommage. Ils modifiaient le crâne de leurs enfants à la naissance. La particularité de ce crâne provient du fait qu'il a été déformé intentionnellement. Le crâne d'un nouveau-né est un assemblage de plaques osseuses indépendantes. Les Mayas modelaient la tête des bébés avec des planches jusqu'à ce qu'elles prennent une forme longue et étroite. La découverte de telles déformations soulève une hypothèse intéressante. On a affaire à des personnes qui avaient un certain niveau de vie pour l'époque. Les seuls dans ce cas étaient évidemment les dirigeants et leurs familles. Tout le monde n'est pas d'accord sur le lien entre les crânes en forme de maïs et la royauté. Cependant, un autre élément retrouvé sur le site apporte une nouvelle preuve que les victimes étaient la crème de la société. Le jade. Une pierre plus précieuse que l'or pour les Mayas. Les victimes en portaient une quantité hallucinante. L'une d'elles arborait même quelque chose d'encore plus précieux que le jade, un collier de dents de jaguar. Le jaguar possède 4 canines. L'un des colliers retrouvés à Canquen en comptait 36. Pour le fabriquer, il avait fallu chasser et tuer 9 de ces grands félins d'Amérique. Pour l'acheter, il fallait posséder une fortune. Le propriétaire du collier devait donc être très riche. Il semble que les victimes avaient les moyens de s'acheter tout ce qu'ils désiraient. Ils pouvaient sûrement s'offrir les meilleurs articles sur le marché de Canquen. Ils garnissaient leur table des mets les plus délicats comme le chocolat, le miel, la vanille, des peaux de jaguar, du tabac et la chair tendre de l'iguane. Ils décoraient certainement leur maison et leur corps de pierres précieuses, de bijoux sertis de jade ou de nacre, de plumes de toute beauté, comme celle du quetzal. Seuls les nobles pouvaient posséder une plume de quetzal. Si un roturier osait tuer un quetzal, il pouvait être exécuté.
Le jade et les plumes de Quetzal, ainsi que tous les autres articles précieux, ne pouvaient appartenir qu'à des nobles et des rois. Personne ne pouvait les acheter. Il fallait être un seigneur sacré pour en posséder. Mais les objets précieux n'étaient pas les seuls privilèges. Les roturiers ne pouvaient se marier qu'à une seule femme. Les aristocrates de Canquen, eux, en avaient beaucoup. Ils vivaient avec elle dans un luxe époustouflant. Dans un énorme palais de 200 pièces, plus vaste que 5 terrains de football. L'un des plus grands édifices de la civilisation maya. Ils supposaient que leur mort serait aussi luxueuse que leur vie. Pour passer dans l'éternité, ils portaient leurs somptueux ornements en jade. Ils s'aspergeaient de cinabre, le précieux symbole de la vie éternelle, et afin de toujours rester magnifiques, ils cachaient la décomposition du mort derrière un superbe masque mortuaire. Mais quand la mort a frappé, les victimes n'ont pas connu ce qu'elles prévoyaient. Elles n'ont pas été enterrées avec les honneurs comme tout puissant seigneur. Elles n'ont même pas été enterrées. L'étrange affaire de Canquen devient alors de plus en plus étrange. Les victimes semblent avoir été les plus riches habitants de la ville. Elles possédaient sans doute les biens les plus raffinés. La plupart des habitants devaient envier leur richesse. Mais les preuves écartent tout vol. Apparemment, les coupables les ont jetés dans un bassin d'eau alors qu'ils portaient encore leurs bijoux. Le mobile du massacre n'était pas l'argent. Alors, quel était-il? Les os révèlent alors un autre fait marquant. Les victimes n'étaient pas tous des hommes. Parmi les 31 personnes mortes ici, il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Une autre information provenant du site fait froid dans le dos. Elle dévoile que les meurtres n'étaient pas qu'un simple massacre. Quoi qu'il soit arrivé à ces gens, la mort n'a peut-être pas été le plus abominable. Au Guatemala, une affaire classée d'il y a 1200 ans commence à révéler ses secrets. Les assassins et leurs mobiles sont encore inconnus. Mais une nouvelle preuve est apparue. L'arme du crime. Des haches en silex et des couteaux ont été retrouvés avec les squelettes des victimes. Cette nouvelle découverte dirige l'enquête vers une voie très sombre. Ce que nous observons ici, c'est peut-être la preuve qu'il s'est passé quelque chose de soudain et que ça a été évidemment très violent. Les enquêteurs ont déjà vu ce genre de preuves auparavant. Mais elles ne dataient pas d'une époque si ancienne. Pendant la violente guerre civile guatémaltèque, en Bosnie et dans les champs meurtriers du Rwanda, on a connu les pires massacres de masse et les pires génocides de notre époque. Les os de victimes découpées en morceaux, démembrées. Des hommes, des femmes et des enfants.
Et maintenant à Cancoen, ils observent une situation similaire. Pratiquement tous les os que nous avons observés comportaient des traumatismes. Personne ne sait vraiment si les os ont été fracturés avant ou après la mort, ni pourquoi. Nous savons qu'un objet très lourd et aiguisé, ça pourrait être une hache, a transpercé et séparé la tête du fémur du reste de l'os. Le fémur est l'os de la cuisse, l'un des os humains les plus durs à casser. Il semble que ceux qui ont tué ces gens les ont aussi démembrés. Ils en ont peut-être pourchassé certains qui essayaient de s'enfuir. Cette entaille a été faite par derrière. Le lourd objet aiguisé a transpercé l'os et a ensuite fracturé le reste. Soit l'individu était déjà face contre terre, sans possibilité de se défendre, et il a été démembré, soit il essayait de s'enfuir en courant ou il tentait de s'échapper dos à l'assaillant, et apparemment il n'a pas réussi. Ces individus n'ont probablement eu aucune chance de se défendre face aux assaillants. Ceux-ci ont laissé leurs armes parmi les corps de leurs victimes, ce qui a prouvé la façon dont ils étaient morts. Ce fragment entre parfaitement dans l'entaille sur l'os. Cette petite blessure a sûrement été faite ici, à l'arrière de la tête d'un enfant. On voit les dommages qui ont été causés de l'intérieur. Prenons le cas d'une des victimes, un jeune garçon. Ceci est un os du cou. Il appartient à un jeune enfant de moins de 12 ans. Les assaillants l'ont peut-être surpris, et il a alors tenté de s'enfuir. Ils étaient trop rapides et le garçon n'avait aucun endroit pour se cacher. Voici la preuve d'une blessure au couteau au niveau du cou. La seule façon pour que ce genre de blessure ait été perpétrée, c'est que la tête a dû être tirée en arrière et que le coup a été infligé en dessous de la mâchoire. Une fin particulièrement horrible pour un garçon si jeune. Cependant, ce garçon n'était pas la plus jeune victime. Ceci est un os appartenant à un bébé. Ces os sont des os de hanche. Le plus petit est celui d'un fœtus de 32 semaines et celui-ci d'un autre de 38 semaines. Ces os sont la preuve d'une sombre réalité. Ce n'étaient pas des soldats morts à la guerre. Ce n'était pas non plus un sacrifice religieux. Pourrait-il s'agir de l'extermination d'une famille entière ? Si ces gens étaient des nobles, leur mort n'avait rien d'aristocratique. Alors pourquoi ? À présent, sur le site des fouilles, une nouvelle découverte creuse le mystère. À 70 mètres du bassin contenant les os, se trouve une tombe peu profonde. À l'intérieur, gît le squelette fortement décomposé d'un homme. La personne qui a enterré cet homme a pris la précaution de disposer dans sa tombe une rangée de magnifiques coquillages sculptés. Dans la civilisation maya, ceci est une marque de vénération qui honore seulement les morts les plus importants. Mais les Mayas nobles reposent dans de magnifiques tombeaux. Et la tombe de cet homme recouvre à peine son cadavre. Cette sépulture est très étrange.
Il n'y a pas de tombe, pas de cyste, pas même de dalle en pierre au-dessus, et le trou ne fait que 60 cm de profondeur dans la boue. Et pourtant, l'individu est paré d'une très belle coiffe qui lui descend jusqu'aux pieds. L'enterrement semble avoir été fait dans la précipitation, mais quand même avec un certain respect. Qui était cet homme? Le secret se cache dans les coquillages. Au Guatemala, l'enquête sur un massacre très ancien prend un nouveau tournant surprenant. Près des victimes se trouve un homme enterré avec les honneurs royaux, mais dans un trou peu profond non identifié. En analysant les glyphes mayas sculptés sur des coquillages, l'enquête devrait révéler la signification de ces inscriptions anciennes, si jamais quelqu'un parvient à les déchiffrer. Des siècles plus tôt, une attaque sans merci a failli exterminer la langue maya. « 1519 » Les premiers Européens débarquent sur le territoire maya. Des conquistadors espagnols à la recherche d'or. Et des missionnaires chrétiens à la recherche d'âmes. À leur grand étonnement, ils découvrent des livres écrits dans la langue maya, la langue la plus avancée jamais inventée aux Amériques. Ces livres témoignent du génie de cette grande civilisation. Des calendriers complexes, des textes sur l'astronomie, des plans pour des rituels grandioses. Mais pour les Espagnols, ce sont les œuvres de Satan. Incapables de les lire, gênés par leurs étranges images, les Espagnols décident de les brûler. Seuls 4 livres ont survécu à la destruction incessante des conquérants. La langue la plus sophistiquée jamais développée en Amérique disparaissait. Ce n'est que dans les années 60 que des experts sont parvenus à en dévoiler les secrets. Mais ont-ils suffisamment de connaissances pour lire les coquillages de Canquén? Federico Fassen, expert en glyphes, recherche un nom sur les coquillages. Il reconnaît le glyphe à la tête de singe, le mot maya mash, et un autre glyphe, Can. Que représentait ce nom? Fassen connaît la réponse. Des pierres sculptées de Canquén possèdent les mêmes symboles et un glyphe qui indique la royauté. L'homme s'appelait Canmash et son identité ne fait aucun doute. Canmash était un roi de Canquén, la ville où les meurtres se sont déroulés. C'était un dirigeant riche et puissant, enterré comme un mendiant dans une tombe sans indication. Pourquoi un roi aurait-il été insulté de la sorte? Ça n'a pas de sens. Mais les glyphes révèlent encore une chose. Le roi Canmash est mort vers 800 après Jésus-Christ. C'est à cette même date que les 31 victimes ont été massacrées à seulement 70 mètres de sa tombe. Serait-ce possible que les victimes aient fait partie de la famille de Canmash, une famille royale? Arthur Desmarest fait un triste parallèle avec une famille du XXe siècle, les Romanov. En 1918, les révolutionnaires ont capturé le tsar russe Nicolas II, sa femme Alexandra et leurs 5 enfants. Et ils ont abattu toute la famille,
même les plus jeunes, afin de détruire leur dynastie. Les victimes de Canquen ont-elles été, elles aussi, exterminées délibérément? Il semble que le roi a été assassiné et que toute la famille royale a été massacrée. Et puis après, plus rien. Le site a été abandonné. On assiste à un revirement total de situation. Peu de temps après le massacre, la grande ville de Canquen s'effondre. Sa richesse et sa puissance tombent dans le néant. Alors que les preuves s'accumulent, on commence à y voir plus clair. L'affaire du massacre de Canquen est bien plus complexe qu'un simple meurtre. Fait numéro 1, les meurtres de Canquen ont été perpétrés vers 800 après Jésus-Christ. Fait numéro 2, le roi Kanmash est mort vers 800 après Jésus-Christ. Fait numéro 3, la cité de Canquen a soudainement disparu de l'histoire vers 800 après Jésus-Christ. Fait numéro 4, les Mayas ont commencé à abandonner toute leur cité vers 800 après Jésus-Christ. Un abominable massacre, une sépulture de rois trop modeste, l'extinction soudaine d'une grande cité, la chute inexpliquée d'une brillante civilisation. Des faits qui se sont tous produits à la même époque. Résoudre les meurtres de Canquen pourrait dévoiler bien plus d'informations que le laisser espérer une affaire non résolue de 1200 ans. Nous avons ici de réelles preuves matérielles sur la chute de la civilisation maya et sur ce qui s'est passé lors de ce déclin. Et comme l'un des membres de l'équipe médico-légale m'a dit l'autre jour, ces preuves seraient acceptables devant un tribunal. Personne n'est certain de la cause du déclin des Mayas. Peut-être un désastre écologique. Pendant des siècles, les Mayas ont abattu des arbres pour faire du feu et pour cultiver leurs champs. Mais les arbres protègent le sol de l'érosion. Quand ils ont coupé leurs forêts, les Mayas ont exposé leurs terres au pouvoir destructeur de l'eau et du vent. Elles se sont transformées en terrains stériles, juste au moment où la pire sécheresse depuis des siècles a commencé à ravager leur contrée. Mais la plupart des experts est persuadée que la sécheresse et la famine n'ont pas été les seules causes qui ont détruit les Mayas. Ils pensent que leurs politiques ont peut-être eu un certain impact. Une hypothèse à laquelle Arthur Desmarest réfléchit, alors qu'il essaie d'expliquer les meurtres de Canquen. Les couteaux et les haches retrouvés auprès des corps seraient les armes du crime. Quant aux mobiles, ils pourraient bien remonter à des décennies avant le massacre. Dans une société où le sexe, la politique et le pouvoir sont au cœur des enjeux. Vers 800 après Jésus-Christ, le roi maya Kanmash a été enterré de manière très peu conventionnelle. Une sépulture peu profonde et sans inscription. Des dizaines de personnes ont été assassinées, peut-être la propre famille de Kanmash, et ont été démembrées. Elles ont été jetées dans un bassin à seulement 70 mètres de sa tombe. Il est difficile d'en comprendre la signification. Mais l'archéologue Arthur Desmarest a peut-être une explication. Celle-ci permettrait de comprendre l'une des catastrophes historiques les plus mystérieuses. Le déclin total et soudain du monde maya. Autour de la même date que les meurtres de Canquen, un grand nombre d'individus a soudain abandonné la ville et d'autres cités mayas.
Avant de mourir, les victimes de Canquen ont peut-être vu les milliers de réfugiés quitter la ville et traverser la forêt tropicale. Les villes où ils s'installaient à la recherche de nourriture et d'un abri ne pouvaient supporter l'afflux. Dans une certaine mesure, on a ici une sorte d'effet domino où les cités de l'Ouest ont peu à peu été abandonnées. C'était un problème de population déplacée, comme diraient les Nations Unies aujourd'hui. C'était des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens qui perdaient leur maison et qui migraient vers d'autres régions. Le nombre de personnes de plus en plus désemparées augmentait. Soudain, la situation est passée de très mauvaise à totalement catastrophique. Tout à coup, il y avait 10, 20, 30 000, 100 000 personnes qui se déplaçaient vers une région. La situation devenait invivable. La société s'est effondrée à une vitesse surprenante. Juste après la mort des victimes du massacre, la ville de Canquen n'existait plus. Le magnifique monde des Mayas commençait à disparaître. Et le chaos et les effusions de sang prirent le dessus. Ça a été soudain, en seulement 50 ans, et ça a été violent. Pourquoi cela s'est-il passé? Qu'est-ce que les victimes ont vu au cours des derniers jours de leur vie? On a longtemps tenu pour responsable la combinaison de deux facteurs, la sécheresse et la surpopulation. Trop de gens, mais pas assez à manger, auraient détruit la civilisation maya. Mais une autre théorie apporte un nouvel élément à ce destin tragique. Un élément qui pourrait être l'un des mobiles des terribles meurtres de Canquen. Ces meurtres pourraient être liés à un coupable inattendu. Le père de Canmash, le roi Tash-Chanak. Le plus grand des monarques de Canquen n'a pas directement tué son fils et sa famille. Quand les meurtres ont eu lieu, Taj reposait déjà parmi les morts. Mais les rois puissants comme Tash-Chan ont peut-être semé les graines de la discorde qui ont mené à la tuerie. Non pas par la violence, mais par les relations sexuelles, en donnant le droit au roi Maya de posséder autant de femmes qu'il désirait. Et pas seulement pour le plaisir. Comme les autres chefs mayas, Taj pouvait forger des alliances en se mariant avec des filles d'autres rois. Plus il faisait d'alliances, mieux c'était. On peut parler de polygamie stratégique. Un roi comme Taj avait pour but d'agrandir son pouvoir. Mais pour ses descendants, cela signifiait un désastre à venir. Même si tous ces mariages royaux ont en effet créé des alliances durables, ils ont également provoqué un problème encore plus durable. Les enfants royaux. Les experts ont fait les calculs. Si le roi d'une cité maya avait seulement 4 enfants, et que chacun d'eux en avait 4 également, et que chacun de leurs 16 petits-enfants en avait 4 également, le roi aurait 32 arrière-petits-enfants. Et ceci avec une seule femme. Si on multiplie ce nombre par plusieurs femmes, après seulement 200 ans, plus de 500 personnes dans une seule cité maya pouvaient se prétendre de sang royal. Arthur Desmarest pense que c'est une des raisons pour laquelle le palais royal de Canquen comptait plus de 200 pièces. Et c'est pourquoi, malgré sa forte prospérité, la ville bouillonnait de vives tensions.
La rivalité entre les nobles et les rois, la concurrence entre eux, était au cœur de la civilisation maya ordinaire. Un certain nombre de personnes vivaient à leur cour et étaient ensuite placées sur le trône dans différentes villes. Les nobles subalternes s'efforçaient d'améliorer leur prestige, qui était la source majeure de leur puissance. Ce n'était pas qu'une question de guerre, de rituel ou d'alliance. Il fallait construire les plus grands temples et exposer ses richesses les plus impressionnantes. Cette concurrence entre les chefs devait leur demander de dépenser de plus en plus. Les victimes de Kanquen appartenaient-elles à ces aristocrates qui passaient commande d'édifices toujours plus grandioses pour surpasser les autres? Si oui, ce ne sont pas eux qui les construisaient, ni eux qui les payaient. C'étaient les gens du peuple qui s'y collaient et qui devaient travailler sans solde et payer des impôts. Le fardeau sur la société, sur les classes moyennes et les plus pauvres, était de plus en plus lourd par rapport à ce qu'on leur demandait de produire pour faire face à ce système de rivalité grandissant. Vu sous cet angle, le monde luxueux des victimes de Kanquen paraît soudain très différent. Un monde divisé par des haines latentes. Les roturiers contre les nobles les uns contre les autres, les rois contre les rois. Les jalousies et les luttes de pouvoir ont fait fondre les finances et ont vidé les greniers de nourriture. Peut-être à la même époque où la sécheresse a anéanti les champs et où les villes prospères comme Kanquen ont atteint leurs limites. Soudain, l'enterrement irrespectueux de Kanmash ne semble pas si étrange. Et le massacre d'une famille entière ne semble pas si incongru. Arthur Desmarest pense que vers 800 après Jésus-Christ, seul un roi aussi puissant que Tashchanhak aurait pu maintenir une société qui commençait à se craqueler. Après lui, personne n'en était plus capable. Il n'est pas surprenant que juste après Tashchanhak, tout soit tombé en lambeaux. Il y avait trop d'élites, trop de concurrents, et dans un système de rivalité comme celui-là, ça ne pouvait pas tenir plus longtemps. Et à Kanquen, ça a vraiment éclaté de façon dramatique. Cette découverte est une sorte de pièce maîtresse, car elle permet de rapprocher plusieurs éléments qui expliquent le déclin des Mayas. C'est très inhabituel de trouver ça, de découvrir une sorte d'arrêt sur image. Un des moments qui marque la désintégration d'une civilisation, un des moments particulièrement tragiques. C'est très important car ça nous montre que les civilisations peuvent vraiment mal finir. C'est un crime de guerre qui remonte à 1200 ans en arrière. Personne ne sait qui a tué les victimes des meurtres de Kanquen. Étaient-ce des roturiers qui ne supportaient plus le travail forcé et les impôts écrasants? Ou des parents jaloux qui souhaitaient écarter les concurrents de leur chemin? Ou encore d'autres cités qui convoitaient les richesses de Kanquen ou qui ne supportaient plus la mainmise de la ville sur le commerce? En tout cas, la lecture de l'énigme de ces os fracturés nous donne une vraie leçon. Les Mayas ont prospéré pendant plus de 1000 ans. Ils ont nourri de larges populations au milieu des tropiques. Ils ont construit de grandes villes de toute beauté. Ils ont établi des calendriers d'une étonnante exactitude. Ils ont créé un langage sophistiqué, des mathématiques complexes et des œuvres d'art magnifiques.
Ils ont maîtrisé la nature, le temps et le monde de l'esprit. Mais il y a une chose que leur intelligence n'a pas réussi à maîtriser et qui les a finalement détruits. Ils n'ont pas réussi à se maîtriser eux-mêmes. Au plus profond d'une forêt tropicale, des os par milliers. L'épreuve d'un meurtre de masse. Les victimes, probablement des personnes de haut rang. Une dynastie royale au sommet de sa gloire, ont été exécutées et jetées dans un bassin rempli d'eau. 1000 ans plus tard, cette excavation contient les preuves irréfutables non seulement du destin tragique de ces individus, mais aussi du déclin de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Un mystère qui implique passion, jalousie et avidité. Des siècles avant notre ère, le soleil se couche sur une contrée lointaine. Une terre pleine de splendeur, une terre de richesse, une terre gouvernée par des rois puissants. Des chefs au pouvoir illimité, excessivement riches, qui profitent de tous les plaisirs de la vie. Les maîtres du destin. Mais quelque chose va bientôt survenir. Quelque chose que tous leurs pouvoirs ne pourront empêcher. Leur vie va bientôt changer. À jamais. Canquen, Guatemala. Autrefois une cité foisonnante au centre d'une grande civilisation, les Mayas. Un mystère émerge du cœur de cette jungle. Une découverte inquiétante. Des milliers d'os. Des os qui constituaient autrefois des êtres vivants. Cette découverte laisse les archéologues pantois. Dans cette jungle, la chaleur, l'humidité, les insectes et l'acidité du sol transforment d'habitude les os ensevelis en poussière. Pourtant, l'état de conservation de ces os est quasi parfait. Pour l'archéologue Arthur Desmarest, la découverte est rare, passionnante et troublante à la fois. On se sent comme un détective qui se rend sur les lieux du crime pour y découvrir des choses très étranges. Il y a beaucoup d'éléments inhabituels sur ce site. Étrange et perturbant. Il y a une telle quantité d'eau. Et bien trop de cadavres. Peut-être des dizaines de morts ont été jetés dans un bassin rempli d'eau. Tous en même temps. Il leur est arrivé quelque chose de terrible. Mais quoi? Et pourquoi? On peut penser en premier à un sacrifice humain. Ça paraît horrible à nos yeux, mais pour les Mayas, c'était essentiel à la vie. Ils croyaient que leur dieu exigeait du sang humain.
les Mayas leur en faisaient cadeau. En échange, leur dieu leur garantissait des récoltes généreuses et considérait leurs rois comme des êtres divins. Mais le sacrifice humain est-il la raison de la mort de ces personnes? Les preuves indiquent le contraire. Rien ici ne semble correspondre au rituel typique d'un sacrifice maya. Habituellement, les Mayas sacrifiaient un ou deux individus de haut prestige en suivant tout un rituel particulier et des techniques spécifiques. Ici, on a affaire à un grand nombre d'individus qui ont été jetés dans un même endroit. Apparemment, ces gens ne sont pas morts pour satisfaire les dieux. Et ils ne sont pas morts de cause naturelle. Ils semblent avoir été assassinés. C'est indéniablement le plus grand et le plus effroyable massacre que nous ayons jamais découvert. Un massacre sans mobile apparent, perpétré sur des inconnus, par des tueurs non identifiés. Une affaire non élucidée, vieille de plusieurs siècles, qui ne demande qu'à être résolue. Ces squelettes brisés doivent encore dévoiler leurs secrets. Cependant, un élément clé est déjà connu. Des morceaux de poterie ont été retrouvés parmi les os. D'après les experts, ils remontent à environ 800 ans après Jésus-Christ. C'est une découverte cruciale, qui nous amène tout droit sur les lieux du crime. Autrefois très animée, Canquen était une des nombreuses cités-États situées sur un territoire de la taille du Nouveau-Mexique ou de l'Italie. Cette zone recouvre maintenant le sud du Mexique, le Guatemala, Belize et le Honduras. Il y a 1200 ans, c'était le territoire des Mayas. Une cinquantaine de cités-États indépendantes étaient éparpillées dans la forêt tropicale. La plus grande de ces villes comptait plus de 10 000 constructions et 100 000 habitants. Les Mayas ont érigé de magnifiques édifices, ont créé des œuvres artistiques sublimes. Ils ont inventé le système d'écriture le plus complexe d'Amérique et ont élaboré leurs propres mathématiques. Les astronomes mayas ont cartographié chaque centimètre carré du ciel. C'étaient des commerçants, des guerriers, des sorciers. Qui que soient les victimes découvertes, elles vivaient dans un monde de richesse et de splendeur. Leur ville n'était peut-être pas la plus grande, mais elle avait un avantage unique: sa situation. Canquen se trouvait à la jonction des principales routes de commerce mayas. C'était comme Hong Kong, Singapour, Amsterdam ou le canal de Panama. Dans cette partie du monde, pour acheter ou vendre quoi que ce soit, il fallait passer par Canquen. Canquen avait également un autre atout qui garantissait son importance. Il s'agissait de Tash Chanak. À l'époque du massacre, il avait gouverné la ville de Canquen pendant 40 longues années. Chaque ville maya avait son propre roi. Mais Tash Chanak était le plus populaire de tous.
son peuple assistait à de grands rituels où le roi offrait son sang aux dieux. Il se lacérait le corps, se coupait la langue et se perçait même le pénis en échange de la paix, de la prospérité et de la pluie salvatrice. Il se tailladait les chairs pour le bien-être de son peuple. Il l'incitait au dévouement le plus total. Et il le gouvernait avec une habileté et un charisme que les hommes politiques actuels pourraient lui envier. Les chefs divins qui réussissaient à être populaires, comme Taj Chanak, étaient des gens qui avaient en eux un petit peu de David Beckham et de Mick Jagger, avec en plus du Bill Clinton, et peut-être aussi du Machiavel ou du Kissinger, pour vous donner une idée. C'était un mélange de toutes ces personnalités, avec en plus le côté religieux du pape Jean-Paul II. L'extraordinaire leadership de Taj Chanak et la situation stratégique de Can Quen, au milieu des routes commerciales, étaient sans doute suffisants pour qu'il mène sa ville au sommet de sa richesse et de son influence. Il n'avait peut-être pas besoin d'une armée pour dominer ses concurrents. Si quiconque transgressait la loi, il pouvait couper son accès aux biens sacrés qui affluaient dans sa ville, comme les coquilles de Spondylus et les plumes de Quetzal. Sans ces biens sacrés, personne ne pouvait offrir de sang aux dieux. Sans ces rituels, les rois n'avaient aucun pouvoir et leur cité risquait de déplaire aux dieux. Dans ce jeu très risqué de politique maya, Taj Chanak avait toujours toutes les cartes en main. Il est difficile d'imaginer un meurtre de masse à Can Quen alors qu'un tel chef était au pouvoir. Mais autour de 800 après Jésus-Christ, la mort de Taj mit fin à son règne de 40 ans. Et tout en fut bouleversé. Les victimes du massacre rencontrèrent leur tragique destin. Et il fallut peu de temps avant que la riche cité de Can Quen ne cesse elle aussi d'exister. Mais ceci n'est qu'une partie du mystère. En 100 ans, toutes les villes mayas avoisinantes devinrent des villes fantômes. Après des siècles de grandeur, le monde maya se désintégra rapidement. Personne ne sait pourquoi. Même sans parler des œuvres d'art ou des tombes, ni des glyphes ou de la science, on est en droit de se demander pourquoi une telle civilisation a si mal fini. Arthur Desmarest espère que la grande quantité des os retrouvés à Can Quen pourra apporter des réponses à cette question. En effet, avant de mourir, les victimes ont peut-être été les témoins de la chute de leur propre civilisation. La nature étrange de leur mort a permis de préserver leurs os dans des conditions exceptionnelles pour le monde maya. Leurs assassins les ont jetés dans ce qui est maintenant une mare boueuse au milieu d'une forêt non fréquentée. Mais 1200 ans plus tôt, c'était un bassin sacré recouvert de stucs près du palais royal de Can Quen. Les corps ont coulé dans le fond boueux. L'eau et la vase ont recouvert et protégé les os pendant plus de 1000 ans.
À présent, ces restes révèlent des informations qu'aucun autre os maya n'ait jamais pu dévoiler. Et la première analyse est plus que troublante. Il y a quelque chose de bizarre. On trouve des crânes étrangement déformés, des os de bébés. Les victimes n'étaient pas des personnes ordinaires. Et ce crime n'était pas un crime ordinaire. Au Guatemala, une découverte rare permet de faire la lumière sur un crime ancien. Les preuves suggèrent